quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Toujours l'ambition déplaît quand elle est assouvie. C'est ce qu'écrivait Pierre Corneille en son temps. Cette effrayante santé morale que donne l'ambition, lancée quelques siècles plus tard une certaine Françoise Sagan. Bref, l'ambition aurait mauvaise presse en France et meilleure réputation outre-Atlantique. Peut-être est-ce pour cette raison que dans notre pays, traiter quelqu'un d'ambitieux se rapproche plus de l'injure que du compliment. Alors aujourd'hui, je vous propose justement une petite leçon d'ambition, mais toute sereine, toute tranquille. Peut-on être au fond ambitieux sans se mettre la pression ? C'est toute la question que nous allons explorer avec mes 4 invités dans cette émission en quête de sens sur Radio Notre-Dame RCF. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Stéphane Truffem. Bonjour Stéphane, ravi de vous recevoir. Merci. À nouveau, vous êtes expert en content marketing. Vous guidez les entrepreneurs et les marketeurs dans l'ère du numérique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Quitter le salariat, travailler en liberté, le guide pour celles et ceux qui rêvent de quitter leur job mais n'osent pas. J'imagine que ça fait rêver mais des tonnes de lecteurs, des tonnes d'auditeurs, évidemment aux éditions Erol. Mais c'est pas tout rose non plus, hein. On a déjà abordé ce sujet avec vous d'ailleurs, Stéphane, entre parenthèses. Nous sommes également en compagnie de Didier Gutmann. Bonjour Didier. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes coach et conférencier. Vous aussi, vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Trouver sa place au travail et le petit dernier, Je ne suis pas bien au travail, je change quoi, chez Erol. Nous sommes également en présence de Ludovic Bellanguet. Bonjour Ludovic. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Vous êtes consultant carrière à l'Uni-La-Salle depuis maintenant 2013. Bienvenue. Et nous sommes enfin en ligne avec Fabienne Michaille. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Marie-Ange. Ravi de vous entendre. Bonjour à tous. Bonjour Fabienne. Vous êtes coach de dirigeants, philosophe, théologienne, rien que cela. Vous avez fondé le cabinet Leaders Lab, spécialiste que vous êtes du management éthique et du sens. Vous accompagnez la transformation des dirigeants et de leurs organisations. Et bien avec ça, s'il n'y a pas d'ambition dans l'histoire, Fabienne Michaille, qu'est-ce qui reste ? Est-ce un péché ou pas ? Alors en France, on sait que c'est quand même déjà compliqué de se dire, de se mettre dans la case des ambitieux. Qu'en pensez-vous ? Alors, ce que j'ai écrit dans mon premier livre qui s'appelle Manager avec son âme, je me suis appuyée en fait sur Paul Valadier, qui est un théologien connu, jésuite, qui souhaite réhabiliter l'ambition. Et pour cela, il donne une définition que moi je trouve intéressante et qui peut être utile pour tous les managers, c'est définir l'ambition comme un service. D'accord. D'abord, un service, on fait la différence entre ambition personnelle et ambition collective. Et puis ensuite, c'est surtout, et pour moi c'est évident, le désir, la capacité à se projeter, à on va dire, à s'élever pour réaliser toutes les possibilités de sa nature. C'est ce que nous dit l'Académie française. Et moi, j'accompagne beaucoup de managers là-dessus et de dirigeants, parce que vous l'avez dit, Marie-Ange, outre-Atlantique, l'ambition est plutôt bien perçue. Mais alors en France, qu'est-ce qui se passe ? Elle est bien perçue parfois pour les hommes, mais alors très très mal perçue par les femmes, et on pourra en parler. C'est un vrai sujet en Ça a quête de été sens. notamment, ça a été notamment l'objet du deuxième ouvrage que je viens de terminer avec Bertrand Badré, que nous avons écrit justement sur femmes et hommes, comment partager le pouvoir. Eh bien, Parce ce que sera l'objet d'une pouvoir future aussi- émission, je l'espère. Hein. Vous viendrez en parler tous les deux. Mais c'est vrai que le pouvoir, qu'on mêle souvent avec la question de l'ambition, est dévalorisé, alors qu'il serait temps de réhabiliter cette question. Qu'en pensez-vous, messieurs, autour de la table ? Alors, je n'ai que des hommes, hein, bien sûr, Fabienne, mais Stéphane Bravo pour la Truffem, parité. écoutez, bon, 2 et 3, allez, Ouais. parfois on me reproche d'avoir trop de femmes, alors écoutez, on n'est jamais content en On France sait bien, aussi, c'est hein, bien. ça on le sait aussi. Bon, s'il fallait répondre à la question, là, comme ça, l'ambition en France, il ne fait pas bon être dans la catégorie des ambitieux. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Je commence par vous. Stéphane, pourquoi pas ? Oh, écoutez, moi, j'ai absolument rien contre l'ambition, bien au D'accord. contraire. Après, il ne faut pas qu'elle soit non plus complètement déplacée. Alors, il y a des petites techniques, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, Oui. très concrètes. Hein. Alors, moi, je parle pour les entrepreneurs, hein, bien évidemment. Oui. Donc, je ne suis pas à un niveau philosophique ou autre. C'est vraiment des petites techniques, notamment, par exemple, l'effectuation.
qui s'oppose à la logique causale. Alors déjà, on m'a perdu Alors, là. voilà, non mais je vous expliquerai tout ça parce que c'est des petites techniques qui sont vraiment Tant que vous ne finalement parlez pas de dialyse de la personnalité, moi très- ça va, vous me gardez. voilà, mais- très, très concrètes. Donc Ok. je reviendrai sur cette thématique. Mais oui, il faut être ambitieux, oui. Il faut être ambitieux dans la vie. Bien sûr. Vous êtes d'accord les copains là, si je puis dire. Didier, qu'en pensez-vous? Ludovic, Les deux, pardon, qu'en pensez-vous? j'en pense qu'il y a plusieurs définitions de l'ambition. Et D'accord. l'ambition, pour moi, elle est à cultiver quand elle est positive et quand elle ne devient pas tyrannique vis-à-vis des autres, notamment. Et du coup, savoir cultiver une bonne ambition, ouais, je suis complètement Ça se pour. travaille. Et ça, c'est complexe. Hein. Ça, c'est intéressant. On va On va y travailler venir. là-dessus aujourd'hui. Hein. Ah, mais j'y compte bien. Le vrai Didier, Didier Ouais. Gutmann. Oui, non, je crois que l'ambition, c'est compliqué pas ou un pas souci. Non, je crois que c'est pas un souci. Je crois qu'en plus, D'accord. il y a des modèles d'ambition assez forts aujourd'hui. Enfin, on voit déjà En beaucoup France, oui, beaucoup de jeunes qui ont envie de monter des startups et qui ont des modèles anglo-saxons en tête, qui sont des modèles très ambitieux. ils sont bien vus, vous croyez? Autour d'eux, ça se passe bien? Je crois qu'ils peuvent être bien vus. Je crois que l'ambition n'est pas un souci. Je crois que D'accord. le souci pour l'individu, par contre, il est de. S'il y a souci, il y a deux soucis possibles. Soit c'est parce qu'on confond l'ambition et la perfection. Et ça peut être un vrai souci par rapport à la question que vous nous aviez posée en amont sur la pression. Pour moi, ce n'est pas l'ambition qui génère une pression problématique. Ça peut être éventuellement la quête de perfection associée. D'accord. Et puis l'autre souci, pour moi, c'est le désalignement. C'est-à-dire que si mon ambition, elle n'est pas alignée sur ma vérité intérieure, alors elle va me poser problème. Et elle va peut-être poser problème aux autres aussi. Elle sera d'ailleurs. peut-être délétère alors. Ouais. Si je veux Ensemble. quelque chose qu'en réalité je ne peux pas vouloir ou je ne devrais pas vouloir, alors oui, ça va poser souci. Ouais, c'est presque biblique ce que vous dites, en tout cas Ouais. évangélique. Mais C'est- c'est Bravo. C'est un des principes de l'effectuation dont je parlais tout à l'heure, D'accord. fait avec J'ai ce enfin que tu compris. as. Oui, Donc, effectuation. typiquement, vous connaissez l'adage, hein, si la vie t'a donné des citrons, on fait de la limonade. On est typiquement dans cet adage, et c'est que c'est contraire à la logique de la causalité, où là, on va finalement se dire, on va fixer un but et on va essayer d'aligner les moyens pour atteindre ce but. Est-ce que c'est... Voilà, parce que se mettre la pression, c'est vrai que vous avez raison on aurait pu entamer l'émission ainsi. C'est quoi se mettre la pression, en fait? Et est-ce que c'est bien de se mettre la pression? Ça, c'est même une question d'éducation qui se pose pour tout parent. Qu'en pensez-vous, Ludovic? Je pense que se mettre la pression, c'est très bien quand ça crée une émulation. Et c'est tout l'objectif, finalement, c'est de se transcender, de se dépasser. La pression, quand elle nous tire vers le bas, quand on la subit, c'est tout ce à quoi on souhaite éviter, en tout cas dans l'apprentissage qu'on fait. Moi, je travaille dans une école d'ingénieurs. Ouais. Et donc, on apprend à des jeunes ingénieurs à savoir mettre le curseur au bon endroit, entre exigence et bienveillance. Et c'est vrai que l'ensemble des épreuves auxquelles on est confronté nous permet toujours de se phaser entre ces deux extrêmes. Ouais. Donc, placer le curseur au bon endroit. Ouais. Et je pense que c'est ce qui permet de gérer cette pression. C'est normal de se mettre la pression ou pas, Fabienne Michaille? Est-ce que c'est Alors, bien ou moi, pas? ce que j'aurais envie de dire, en fait, être ambitieux, c'est Oui. juste vouloir réaliser ce pourquoi on est fait. Donc, si finalement on réalise ce pourquoi on est fait, qu'on a découvert ce pourquoi on est fait, moi, je fais ça surtout beaucoup avec des femmes pour faire émerger leurs talents, ce qu'elles savent faire et qu'elles n'osent pas montrer, parce que malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui, de femmes qui pourraient être dirigeantes, se disent que non, c'est pas bien l'ambition, donc il suffit simplement d'être compétent. Mm. Et alors elles se tuent au travail, elles se mettent la pression pour bien faire leur travail, Ouais. et elles imaginent qu'être ambitieux, c'est jouer des coudes, essayer d'attirer l'attention, se mettre en avant au détriment des autres, Ouais. alors que finalement, si on définit l'ambition comme se réaliser avec toutes ses possibilités, avec toutes ses qualités, avec tous ses talents, si je peux me permettre, puisque je suis sur Radio Notre-Dame, je Oui. dirais, on peut prendre la parabole des talents, hein, c'est vraiment réaliser tout ce pourquoi on est fait et qu'on rejoint son désir profond, ce qui nous anime vraiment. Alors surtout, soyons ambitieux et ne cherchons pas, effectivement, vous l'avez dit, la perfection, parce que ça, par contre, en management, c'est quelque chose qui est destructeur. Ouais. Mais cherchons d'abord, là où on est bon, quels sont nos talents. C'est ce que font les Américains, hein, dans leur logique et leur culture. Ils travaillent beaucoup plus sur les talents que sur les défauts. Cherchons nos talents et développons-les pour être bons et ambitieux au service d'un projet global et d'un projet bon. Ouais, c'est assez intéressant D'un parce que... projet qui fait avancer la société, en fait, qui fait avancer pour le bien. Comme ça, on pourra parler aussi de quels sont les moyens qu'on utilise pour être ambitieux. Et c'est pour ça que le mot ambition est
est souvent galvaudé, c'est qu'on est un peu chez Machiavel, c'est-à-dire qu'on se dit tous les moyens sont bons pour arriver à mes fins. Donc là, non, tous les moyens ne seront pas bons. Ouais, c'est intéressant parce que dans ce que vous dites les uns les autres, on a l'impression que se mettre la pression n'a pas du tout le même sens aux États-Unis, par exemple, et en France, les amis. Alors Didier Gutmann, c'est intéressant. Vous voyez, nous, c'est vous qui l'avez dit en premier le mot perfectionnisme. On a l'impression que dès les bancs de l'école, on nous balance nos défauts avant nos qualités. Aux États-Unis, c'est exactement le contraire. C'est peut-être que ça vient de là, en fait, notre obsession d'être parfait, et donc c'est pas bon, quoi. Ça mène jamais vers de bonnes choses. Là, pour le coup, je pense qu'effectivement, elle vient souvent de l'éducation et souvent de la famille, et qu'effectivement, elle est très problématique. Bien sûr qu'il faut se mettre de la pression, au sens positif du terme. Si on veut faire quelque chose, il faut... Il y a un bon stress, comme dit l'autre. Oui, il y a un bon stress, il y a une bonne énergie, il faut y mettre de l'énergie. Si on veut devenir un grand sportif et que c'est bien notre projet... Et je suis d'accord avec Fabienne, et qu'on en a les capacités, il va quand même falloir beaucoup s'entraîner. Il va falloir bosser. On avait parlé ici, dans l'émission à laquelle j'ai assisté il y a quelques semaines, j'avais parlé de l'emploi du temps de Léon Marchand, en disant tout le monde veut de la gloire de Léon Marchand, mais je suis pas sûr... Personne veut de son emploi du temps. Personne veut de son emploi du temps. Il se lève à 5h15 tous les matins, il mène une vie monacale. Dans l'eau froide. Il s'entraîne de façon radicale. Donc bien sûr qu'il faut se mettre de la pression. Le problème de la pression, je pense, c'est que la pression, c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire ? Je pense qu'il y avait un économiste américain qui s'appelait Laffer, qui avait à une époque, il a eu le prix Nobel avec cette idée, théorisé l'idée que la pression fiscale, elle augmentait jusqu'à un certain point, elle atteignait un optimum et après elle descendait. C'est-à-dire pas en France. C'est-à-dire non, mais au sens les rendements de la pression fiscale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, et je pense que c'est vrai de toute forme de pression, et je pense que c'est ça peut-être qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, quelqu'un qui bosse pas beaucoup, par exemple, s'il se met de la pression, ou si son manager lui en met, ça va créer des résultats positifs. Et potentiellement des résultats positifs pour tout le monde. Même pour l'individu. Un individu qui finalement ne travaille pas beaucoup, c'est pas très bien ce qu'il fait, être plus impliqué, être plus engagé, ça peut lui faire beaucoup de bien. Mais c'est une menace de mort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va être vrai jusqu'à un optimum. C'est ça, d'accord. Et le risque, c'est toujours de dépasser l'optimum. Il y a un moment donné d'arriver à un endroit où la pression devient, pour soi-même ou pour les autres, devient totalement contre-productive. Ouais. C'est ça, en fait. Il ne faut pas que ça se retourne. Il ne faut pas que la courbe redescende. Et comment on le connaît, cet optimum ? Alors, je pensais que Stéphane avait la solution, moi. Alors, Didier Gutmann, poursuivez. L'optimum, c'est une question effectivement délicate. Et je pense que c'est une des vraies questions délicates en management aujourd'hui. Les managers sont tous payés quelque part pour mettre de la pression sur les équipes. Et ce n'est pas illogique. La vraie question, la vraie conciliation entre... Je dirais pas, moi, exigence et bienveillance, parce que je crois que les systèmes, ils sont pas bienveillants. Donc on peut pas concilier, en réalité, l'exigence et la bienveillance. Okay. Par contre, on peut concilier l'exigence et le respect. On peut concilier l'exigence et l'intelligence humaine. Pourquoi pas bienveillance, juste entre parenthèses ? Pourquoi ça marche Parce que les systèmes, ils sont pas bienveillants. On peut pas demander à un manager d'être bienveillant à ses équipes quand il évolue dans un système qui est pas bienveillant. Ah, d'accord. L'actionnaire financier d'une société cotée, c'est pas un être bienveillant par nature. Puisque c'est un être qui, dans son rôle d'actionnaire à un instant donné, ne s'intéresse pour le moment, ça changera peut-être un jour, qui a son intérêt financier direct. Donc il n'anime pas un système de bienveillance. Donc si on demande aux gens en dessous d'être bienveillants dans un système qui en réalité... C'est d'une hypocrisie sans nom. Et pas du tout piloté pour ça. Ça peut être très hypocrite et ça peut être très dangereux parce que ça peut s'exprimer sous la forme de ce que les psychiatres appellent une double contrainte. Voilà, je te demande de mettre le maximum de pression sur les équipes, mais en plus, il faut que tu sois gentil. Ah, c'est bien. Mais comment je fais ? Tu te démerdes. Ouais. Alors moi, Fabienne, allez-y. J'étais sûre qu'elle avait quelque chose à dire. Oui, parce que je travaille avec un certain nombre de dirigeants, même d'entreprises cotées. Il y a des cultures quand même. Alors, je suis d'accord, bien sûr, il y a la pression financière, mais il y a des cultures qui ont su intégrer. Je vais citer l'exemple de Sodexo et peut-être de Denis Machuel, par exemple. Des cultures qui ont permis, alors il l'a hérité de M. Bellon qui a monté une boîte et qui avait compris aussi qu'on pouvait avoir d'excellents résultats si on savait aussi respecter les collaborateurs et avoir en tout cas une culture qui tient compte de l'humain. Et je crois que, alors bien évidemment, les résultats sont importants, mais je crois quand même qu'on peut construire des cultures d'entreprise qui favorisent et bien aussi la performance, parce qu'on sait maintenant que si on traite bien ses collaborateurs, ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes.
en fait, réaliser le meilleur de ce qu'ils sont. Ouais, qu'est-ce que c'est que Et, traiter bien? C'est un petit peu ça la question, quoi, effectivement. C'est peut-être alors, pas traiter bien, être ben, c'est bisounours ou simple. quoi, C'est, en mais. fait, c'est considérer la personne d'abord comme un être humain, donc tenir compte de ce qu'ils sont capables de délivrer. Éviter les managements par la terreur, ça parce qu'on en a connu aussi, j'en parle beaucoup dans mon livre, hein, des modes de management qui sont contre-productifs parce que, et ça c'est des sciences, on va dire, c'est des sciences cognitives assez basiques, hein. Quand on fait peur à quelqu'un, quand on met trop de pression et trop de stress, ça inhibe des capacités cognitives. Oui. Et donc ça ne vous permet pas de réaliser le meilleur de vous-même. Par contre, si on reste exigeant, si on accompagne et justement on met les personnes là où elles sont le meilleur, je veux dire là où elles sont vraiment bonnes, elles peuvent réaliser d'abord, elles sont plus performantes parce que cognitivement, elles sont plus, je dirais, elles sont plus efficaces. Ouais. Donc, il est quand même possible, et je travaille avec beaucoup d'entreprises du CAC 40 et beaucoup de logiques de cultures différentes. Et c'est vrai que je vois la différence dans la capacité de donner le meilleur de soi dans certaines cultures. Je ne citerai pas les entreprises avec lesquelles je travaille où là, c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment des doubles injonctions, comme vous l'avez dit. Ouais. Hein. Mais il y en a où vraiment on Quelques-unes. retrouve cette logique qui favorise la performance. Ouais, Je c'est vais- peut-être assez récent aussi. Peut-être que ça évolue aussi, peut-être dans le bon sens. Je sais pas. Alors, Ludovic. ça évolue beaucoup. Je souhaitais réagir parce Merci, qu'on a parlé Flavie. d'éducation. Ouais. Forcément, je me sens visé parce que je travaille à Unilassal, une école d'ingénieurs et de Absolument. vétérinaires. Et apprendre à gérer la pression, apprendre à gérer l'ambition. On a également un rôle en tant qu'éducateur sur ce sujet-là. Et le rôle d'une formation supérieure, en tout cas moi je le vis comme cela à Unilassal, c'est d'être une sorte de réceptacle à expérience. C'est-à-dire que permettre à un jeune finalement de se tester sur sa pression, sur son ambition à travers certes les cours auxquels il peut participer, mais les mises en pratique à travers des projets académiques, associatifs, à travers les stages et les expériences en entreprise, à travers l'international. Et c'est autant d'expériences qui permettent de se tester, parfois d'être sous pression ou d'avoir une ambition, mais dans le cadre bienveillant d'une école où finalement il n'y a pas d'énormes risques, et d'avoir également une équipe pédagogique qui permette de prendre du recul, savoir interpréter, relire ce qui s'est passé, pouvoir faire évoluer. Et c'est ce que je souhaitais ajouter sur cette partie. Ça prend la pression, il faut juste avoir le bon cadre, les bonnes personnes qui permettent de Ça prend peut-être la gérer. de supporter ou de la mettre les deux. Probablement je les plaisante un deux, peu, parce mais- qu'on les met en situation. Hein. Je vois à Unilassal, certains étudiants s'investissent dans des associations, ils ont à gérer plusieurs centaines de milliers d'euros. Ou les juniors entreprises. Les juniors entreprises, des responsabilités qui leur sont fortes. C'est la première fois en plus pour eux, donc c'est l'inconnu, c'est de la nouveauté. Donc non, elle est réelle, cette pression. Ils vont travailler ensemble et avec tous les affres que ça peut donner, hein, à savoir manager des amis avec qui on a fait la fête ou avec qui on a étudié. Compliqué, ça. C'est pas simple, Non. c'est pas simple. Pas simple du tout. Et comme je vous l'ai dit, toutes les problématiques, toutes les erreurs permettent d'être lues derrière au regard d'une équipe pédagogique qui a son expérience, qui permet de se poser les bonnes questions et d'interpréter et aussi d'encourager, parce qu'il y a aussi beaucoup de freins qu'on se fixe soi-même. On parlait des femmes et de l'ambition. C'est vrai qu'il y a un accompagnement particulier sur le sujet. C'est-à-dire que les cours sont là pour convaincre les étudiants que l'équipe pédagogique est légitime sur son domaine de compétences. Mais derrière, quand on a envie de passer à l'action et qu'on hésite, c'est vrai que parfois les parents, les proches ne sont pas les meilleurs conseillers parce qu'il y a un petit peu trop d'affect là-dessus. Avoir un tiers en qui on croit et qui est capable de donner la petite tape dans le dos, qui donne le courage et de passer à l'action, c'est Ça important. peut tout changer. Je veux tout, moi. Non, c'est Ariane Mofat qui veut tout. Et tout de suite, justement. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je vais le remplir de bons ou de mauvais souvenirs.
sèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici. Ça sèche et que je craque. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. 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 Et nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens. On discute. Peut-on être ambitieux sans se mettre la pression? Oui et non, oui et non. Je veux tout. Ariane Moffat, nous voilà de retour avec mes 4 invités. Fabienne Michaille, coach dirigeant, philosophe, théologienne, qui a écrit en tout cas un premier ouvrage, Manager avec son âme. Chez quel éditeur avec son âme, Fabienne Michaille, si je peux me permettre de vous poser la question, pardonnez-moi. Oui, c'est chez MAM. Chez MAM, tout simplement. Et puis, on peut parler du dernier ou il n'est pas encore publié? Ah, si, on peut en parler. Il est sorti chez Actes Sud. Chez Actes Sud. Femmes et hommes, comment partager le pouvoir. Voilà. Voilà. Les femmes et les hommes, le pouvoir en partage. Et c'est justement parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot pouvoir, c'est comme l'ambition. Eh bien, en France, c'est pas très bien vu. Voilà. Merci de le rappeler. Effectivement, c'est très intéressant d'évoquer tous ces concepts et de revenir sur le sens des mots. Dans un pays donné, Ludovic Bellang est avec nous également. Lui qui est consultant carrière, qui s'occupe au fond des futurs ingénieurs et futurs vétérinaires, ce que je ne savais pas. Ouais, en effet. Au sein de Unilassal depuis 2013 maintenant. Merci d'être là, Didier Gutmann, coach et conférencier, je le rappelle, qui avait publié ce dernier ouvrage « Je ne suis pas bien au travail, je change quoi ?» et puis « Trouver sa place au travail » qui l'a précédé. Tout ça chez Erol. Et enfin, Stéphane Truffem, expert en content marketing, qui a écrit de son côté cet ouvrage, ce dernier ouvrage « Quitter le salariat, travailler en liberté », le guide pour celles et ceux qui rêvent de quitter leur job mais n'osent pas chez Erol. Donc que l'on soit effectivement au fond entrepreneur ou que l'on soit salarié, de toute façon, se mettre la pression, ça intervient à un moment ou à un autre, les amis. N'est-ce pas, Stéphane, voilà. Et c'est peut-être même plus difficile de se mettre la pression, il faut quand on est seul. Quand on n'a pas quelqu'un qui vous tape, qui vous botte les fesses, si je puis dire. Ah mais carrément. Puis alors tout à l'heure, effectivement, quand on démarre et qu'on n'est pas forcément très très bien entouré par nos proches, les parents, les amis. Moi, je me souviens quand je suis rentré au Canada, j'ai dit ça y est, j'entreprends, mais j'ai eu une masse de personnes qui m'ont dit mais tu es complètement malade, va te chercher un boulot tradi et puis dans une grosse boîte et puis fais carrière. Fais carrière quoi. Donc oui, une des grosses erreurs, effectivement, quand on est entrepreneur, c'est de rester tout seul. C'est vraiment... Et là aussi, je rejoins encore mon principe d'effectuation. C'est une des dimensions, c'est aller s'entourer, créer des partenariats. Et c'est souvent, finalement, dans ces rencontres que naissent des opportunités. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne sais plus qui disait que... Je crois que c'est un chercheur américain qui disait que les entrepreneurs devaient être des chasseurs permanents, enfin en termes de tempérament, femmes ou hommes, et les autres des éleveurs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une forme de... Non, mais là, je passe par l'aspect
Je m'arrête quelques instants sur l'aspect entrepreneur et l'aspect salarié. Vous voyez, différentes façons de se mettre la pression. Et par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette espèce de définition, mais c'est vrai que l'entrepreneur, typiquement, doit se mettre la pression, au fond, tout le temps. C'est-à-dire qu'il doit tout le temps aller chercher les partenaires, aller chercher les actionnaires éventuellement, enfin, aller chercher en tout cas des collaborateurs, savoir bien s'entourer, etc., etc. Alors que c'est vrai que quand on est dans une entreprise, il y a quelqu'un qui le fait un petit peu pour vous. Enfin, voilà, vous avez un job. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui, en effet, c'est marrant parce que ça me rappelle des éléments sur lesquels j'accompagne mes étudiants. Ouais. En fait, il y a plusieurs meurtres dans la prise d'ambition. Ouais, en fait, je m'aperçois que la plupart de mes étudiants doivent d'abord tuer le regard de leurs parents. Parce que généralement, un truc très fréquent que j'ai, c'est des étudiants qui me disent « Écoute Ludovic, je suis confronté à un choix, j'ai le choix d'intégrer une PME ou un grand groupe. » Et mes parents me disent que c'est plus sécurisant d'aller en grand groupe, alors que moi, j'ai eu un coup de cœur pour la PME. Et c'est vrai que c'est ce premier regard-là qu'il faut tuer, se dire « Mais j'ai envie de prendre mes décisions. » Et après, il y a un deuxième meurtre que j'ai un peu plus tard, parce que nous, on est accessible à vie pour nos diplômés à Unilassal. C'est des personnes qui doivent tuer le regard de leur manager, parce qu'ils ont envie de faire plaisir. Ils ont envie d'être au taquet de. Comment vous faites de ce plaisir qu'on à la propose. maîtresse, un peu, c'est un peu ça, au professeur ? Exactement, et Pardon, gagner en indépendance, gagner en décision propre. Et c'est vrai que la réflexion que j'ai souvent avec mes ingénieurs, c'est OK, t'as voulu faire plaisir à tes parents, t'as voulu faire plaisir à ton organisation professionnelle, mais maintenant, quel professionnel, toi, t'as envie d'être ? Quelles sont un peu tes convictions, tes valeurs ? Et peut-être qu'effectivement, parfois, tu vas devoir avoir le courage d'aller à l'encontre des peurs de tes parents ou des craintes de ton management, etc. Et l'idée, c'est d'être en phase. Je ne peux pas te garantir que tout se passera bien, mais par contre, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est toi, quoi. Quel professionnel tu as envie d'être ? Et les autres, on ne peut pas les gérer. Hein. Notre manager est comme il est. Malicieusement, je dis toujours à mes étudiants, un boulot, on peut vraiment avoir une longue prise dessus. Par contre, le seul truc que tu pourras pas changer, c'est ton manager. Quoi. C'est comme ton mari ou ta femme. Hein. Clairement, les gens changent pas. Hein, ils vieillissent et généralement, ils vieillissent pas. On va changer d'émission, mais non, vous en faites pas. Fabienne doit s'inquiéter au bout du fil. Non, mais après, la pression, malgré tout, elle est très subjective. Ouais. Il y a des sources de pression. Par exemple, moi, j'ai été entrepreneur parce que je ne me sentais pas finalement de répondre à des ordres de quelqu'un qui serait au-dessus de moi. Et c'était cette forme de liberté qui a toujours été un leitmotiv excessivement important pour moi. Et finalement, je ressens moins de pression en étant entrepreneur qu'en étant salarié. Ouais. Bon, j'ai été 3 ans et demi salarié durant... Oui, quand même. Voilà, bon. Je suis d'accord 3 avec ans ça. et demi, presque de souffrance. Je suis d'accord avec ça. Ah ouais, c'est vraiment Didier Gutmann. Je suis d'accord avec ça et je l'ai vécu de la même façon. Fabienne après, pardon. Je pense que je l'ai vécu de la même façon. Ouais. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que entrepreneur ou freelance ou entrepreneur, c'est une place professionnelle à part. C'est pas un must. C'est pas une évolution naturelle. C'est un type de place professionnelle qui va répondre à un certain type de motivation, qui va correspondre très bien à certains individus. Et je pense que Stéphane et moi, on l'illustre bien, mais beaucoup moins bien à d'autres. Si quelqu'un a trop de difficultés quand il se met à son compte, c'est probablement qu'il n'est pas nécessairement fait pour ça. Fait pour ça, ouais. Attention. Hein. C'est une place. Et je vois des gens confondre, notamment, je vois des gens confondre aujourd'hui des vraies motivations individuelles et des places professionnelles. C'est-à-dire ? Et il faut faire attention. 2 exemples classiques. Il y a, je découvre le développement personnel. À 40, 45 ans, 50 ans, Pourquoi vous me regardez comme ça ? Je découvre que le développement personnel, c'est important. Je vous regarde vous, parce que c'est vous qui nous interviewez. Non, mais je plaisante. Voilà, que c'est important. C'est bien, c'est important. Mais c'est pas pour ça qu'on peut devenir coach. On est bien d'accord. Et de la même façon, je vois des gens qui, à un moment donné, se disent « je suis pas assez indépendant ». Et ils le pensent intérieurement. Et ils ont probablement peut-être pas accompli les meurtres dont parlait justement notre ami. C'est pour si un vous nous assassin. rejoignez, tout va bien se passer. Hein. Voilà. Et à raison. Et effectivement, ils ont besoin de gagner en indépendance. Mais c'est pas pour ça que la réponse, c'est se mettre à son compte. Parce que se mettre à son compte suppose, au contraire, d'être déjà très profondément indépendant. Si je le suis pas et si je le suis pas encore, ça va être compliqué de faire l'un des l'autre. Fabienne, à vous de parler. Alors voilà, je ne voudrais pas être dans la contradiction permanente, mais typiquement, en fait, je peux dire, j'ai vécu des tas de situations particulières dans ma carrière. Bon, une première partie dans le groupe LVMH où j'ai eu des managers qui ont su simplement
identifié mes talents, qui m'ont poussé, qui m'ont permis de faire des choses que j'ai adorées. J'ai travaillé à l'international et c'était top. Puis j'en ai eu un où ça s'est très mal passé. Et d'ailleurs, de retour de mon deuxième congé mat, on m'a gentiment proposé d'aller voir ailleurs. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne serait plus possible, heureusement, et de ce côté-là, on a avancé. Mais du coup, dans ma vie, en tout cas de salarié, j'ai vécu des situations fantastiques parce que j'avais des top dirigeants ou managers. Et puis des situations très compliquées, donc c'est difficile de généraliser. Et moi, j'aime bien éviter tout ce qui est bipolaire, ou en tout cas les binaires. Et alors, quant à entreprendre, j'ai monté 2 boîtes, donc une où je suis toute seule, c'est Leaders Lab, et une autre où j'ai 2 associés, qui s'appelle Lead Together et qui est vraiment dédiée à accompagner la mixité en entreprise, et particulièrement sur les instances dirigeantes. Et ben, je peux vous dire, quand on a des associés, on est aussi pas vraiment très libre et on est aussi très contraint. Ce qui demande de savoir s'ajuster, savoir écouter l'autre, savoir aller au rythme de l'autre, avoir aussi des capacités, des possibilités complémentaires. Dans ma deuxième boîte, on a en association, on a un prof de la Sorbonne et on a aussi une autre personne, Alban, qui elle est plus dans le côté commercial tout en étant coach. Donc en fait, on utilise des couleurs différentes qui en plus varient dans la vie. Alors ça, j'insiste beaucoup et je le vis notamment en coaching. Ouais. On a une énorme plasticité neuronale. On a 10% de nos connexions neuronales à la naissance et tout le reste, c'est des interactions avec l'environnement. Donc si on parle d'ambition, et là je rejoins avec l'ambition et je reprends le terme d'ambition, tout est possible. Donc on peut choisir d'être salarié un jour, entrepreneur un autre, dans la mesure où on est très très au clair sur quels sont mes talents, quelles sont mes forces et quelles sont mes aspirations profondes. Ouais. Alors ça, vous rejoignez complètement Didier Gutmann en quête de vos drivers profonds. C'est ça, Didier. C'est très important d'en prendre conscience assez vite, en fait. Hein. Bah plutôt là aussi, plutôt on peut prendre conscience de ce qui nous anime profondément, et plus facilement on va pouvoir l'incarner. Moins on va faire d'erreurs, plus facilement on va se retrouver en plus porté dans la bonne direction par ce qui nous conduit, nous, naturellement. Ouais. Donc j'accompagne parfois des gens très jeunes, j'accompagne sur des questions d'orientation, des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, d'autres au moment de Parcoursup, d'autres, on le disait, on l'évoquait ensemble avant l'émission, au moment où ils ont fait une première erreur d'orientation, ça arrive aussi, et c'est pas grave. Ils sont perdus dans les choix, les jeunes, aujourd'hui. On le dit beaucoup, ça, d'ailleurs. Ça, c'est une autre émission qui est de son, d'ailleurs. Ils ont beaucoup plus le choix. Le choix est beaucoup plus ouvert. En même temps, c'est aussi pour une bonne raison. C'est que le choix est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus visible, il est beaucoup plus lisible, il y a beaucoup plus de formation potentielle, et il y a beaucoup plus quand même d'autorisation aussi associée. On est, je pense, quand même beaucoup moins enfermé aujourd'hui qu'on a pu l'être dans la profession des parents, dans le milieu social des parents. Et pour pouvoir faire le choix, il faut définir les critères de choix. Et définir ces critères de choix à tout âge. En fonction de quoi on le prend, ce choix. Ça veut dire de définir, ou en tout cas conscientiser ce qui est vraiment important pour nous. Ce que dans le livre, j'appelle des drivers profonds, c'est-à-dire des clés de motivation profonde. Est-ce que l'indépendance, par exemple, pour reprendre l'exemple qu'on évoquait, est-ce que l'indépendance est une clé de motivation profonde ? Vous dites, en fait, il y a 2 choses. Il faut faire une liste de situations d'abord positives au travail, donc au sens de situations d'activités concrètes qu'on aime bien, phase de travail, type de moment dans lesquels on se sent toujours à l'aise, à sa place, et une liste de situations négatives au travail, donc des choses toutes simples en fait, concrètes, qu'on n'aime pas, qu'on n'aime jamais, dans lesquelles on ne se sent pas juste ni à sa place, simplement. Ça marche très bien. Si on est très honnête avec soi-même, il faut être très honnête par contre dans l'exercice. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je dis souvent à mes clients, vous pouvez mentir à un coach, mais vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Ça n'a aucun intérêt parce qu'on va élaborer ensemble sur une base qui va être fausse. Si on est très très honnête avec soi-même... Très honnête. J'adore la machine à café, c'est important. Bah oui, mais oui. L'important, c'est d'être juste et de travailler sur ses vrais ressentis. D'accord. Profondément ses ressentis. Moi, si j'avais fait l'exercice au moment où je me suis mis à mon compte, pour le coup, moi, très facilement aussi, en 97, à la limite, c'est le boulot. Moi, les clients sont venus me chercher avant même que j'ai décidé de me mettre à mon compte. C'est l'idéal. Donc, j'ai commencé à être à mon compte alors même que je n'avais pas encore pris la vraie décision de m'y poser. Si j'avais fait ce genre d'exercice, il y aurait eu 2 choses, par exemple. Dans la colonne négative, j'aurais mis quelque chose qui m'est très personnel. C'est que quand j'étais salarié, il y a un truc que je ne supportais pas, qui pourtant était très naturel,
et qui m'était très propre, c'est que quand je rentrais de vacances, mes patrons, je travaillais en agence de communication à l'époque, ils avaient pris des rendez-vous pour moi dans mon agenda. C'était tout à fait normal, ils avaient absolument le droit de le faire. Mais ça vous a indisposé. Mais moi, je supportais pas ça. Et c'était important de l'entendre, parce que ça parlait bien d'une indépendance viscérale. Ouais. Personne ne décide à ma place ce que je fais L'emploi du où temps, et quoi. quand. Ouais. Mais à partir du moment où j'étais honnête avec ça, je ne pouvais plus être salarié. C'est à Hmm. partir du moment... Je me retrouve à 200%. C'est Bon, bah, Voilà. les copains, Voilà. vous allez vous prendre un café à la sortie. Voilà. Juste après, The Greatest Cat Power. À tout de suite. Once I wanted to be the greatest. No matter what I fall could stop me. And then came the rush of the flood. Stars of night turned deep to dust, melt me down. There's a big black armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, culprit sound. You can watch the space and sound for the leg and the dreads in my bed. Been sleeping. Lower me down, pin me in, secure the ground for the later parade. Once I wanted to be the greatest, too fierce of silent ride, with brains that could explain any feeling. Lower me down, pin me in, secure ground for the lead and the dregs of my bed. Been sleeping for the later parade. Once I wanted to be the greatest. No wind or waterfall could stop me. And then came the rush of the flood. Stars of mine turned deep to dust. The Greatest sur Radio Notre-Dame RCF. À l'heure où nous nous interrogeons aujourd'hui, peut-on être ambitieux sans se mettre la pression? Vaste question. Nous étudions, que nous analysons, que nous décryptons avec mes 4 invités. Fabienne Michaille, qui est coach de dirigeants, philosophe, théologienne, qui a œuvré elle-même dans le monde cruel de l'entreprise, on peut dire comme ça, Fabienne Michaille, qui a fondé le cabinet Leaders Lab, spécialiste du management éthique et du sens. Elle accompagne la transformation des dirigeants et leur organisation. Elle a écrit un premier ouvrage, Manager avec son âme, chez MAM, et puis Le pouvoir en partage chez Actes
chez Actes Sud entre hommes et femmes, tout simplement. J'ai du mal à le dire, dites donc. Oh là là. Ludovic Bellinguet, ça veut tout dire. Il faut que vous veniez, Fabienne Michaille. Hein. Ludovic Bellinguet est également avec nous, consultant carrière à l'Uni-la-Salle auprès des futurs jeunes professionnels, étudiants, ingénieurs et futurs vétérinaires. Didier Gutmann, coach et conférencier. Je ne suis pas bien au travail, je change quoi chez Erol. Et Stéphane Truffem, expert en content marketing, qui a écrit de son côté Quitter le salariat, travailler en liberté, le guide pour celles et ceux qui rêvent de quitter leur job mais n'osent pas chez Erol. Alors moi, j'aimerais bien qu'on aborde apprendre à dire non, puisque se mettre la pression, c'est aussi risqué. Là, on pense aux plus jeunes d'entre nous, enfin j'allais dire d'entre vous qui nous écoutez. Et c'est vrai ou aux parents de jeunes qui sont concernés par cette question. C'est difficile aussi parfois de trouver sa place et de dire non. Moi, j'y ai été confrontée. Fabienne Michaille a parlé de son expérience. On peut tous en parler. Et c'est vrai qu'au début, c'est souvent très difficile, même parfois pendant toute une vie professionnelle, de savoir dire non. Deuxième commandement, trouver ta valeur et apprendre à dire non. Ça va ensemble. Je cherche votre nom, Stéphane Truffem, tout à coup. Stéphane. C'est ultra important d'apprendre à dire non, notamment quand on est entrepreneur. Alors, je laisserai parler ensuite mes collègues pour la partie salariée. Mais quand on est entrepreneur, notamment quand on démarre, on a tendance à finalement prendre un peu tous les clients qui arrivent. Et il y en a qui vont être excessivement chronophages. Donc, on va finalement ne pas être rentable. Il y en a d'autres qui risquent aussi finalement de nous mener la vie très très dure parce qu'ils ne sont jamais contents, parce que finalement on n'a pas véritablement les bonnes prestations par rapport à ce qu'ils attendaient. Donc il faut être là aussi très vigilant. Alors on a on appelle ça l'ICP, l'Ideal Customer Profile. Donc on peut profiler un client type et puis se dire voilà, ça c'est mon client rêvé et il faut si possible, travailler avec ce type-là de client et pas trop s'éloigner de son client rêvé. Donc oui, apprendre à dire non, c'est absolument capital. Fabienne Michaille, quel est votre rapport au non ? Il a été très compliqué longtemps, mon rapport au non. Et alors d'abord en tant que femme, le dis, c'est pas un stéréotype, mais les femmes ont été élevées de telle manière qu'elles étaient là toujours pour rendre service, souvent dans les familles. Et donc, elles ont eu moins la capacité, en tout cas dans certaines générations, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais ça l'a été. Donc, dire non, c'est compliqué. Je dirais que non, ça nous renvoie à nos blessures profondes, à nos blessures qui peuvent être j'ai besoin d'être aimée. Donc, si je dis non, je ne serai peut-être pas aimée. Donc, ça renvoie à nos peurs. Peur de ne plus être aimée, peur de ne plus être à la hauteur, peur d'être rejetée. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes notamment, c'est la question du harcèlement à l'école, mais ça s'enracine là-dedans aussi. Moi, je l'ai vécu, et en fait, beaucoup de personnes l'ont vécu. Peur du rejet du groupe. Et donc, comme on a peur, eh bien, on va chercher à se suradapter et on aura du mal à dire non. Et on devient corvéable, merci. Ouais, voilà. Mais je dirais qu'en fait, la question, et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'abord, en tant que coach, j'ai suivi des formations sur gérer le conflit, apprendre à gérer le conflit, et ça c'est fondamental. Moi, je l'apprends beaucoup à mes coachés. C'est voilà, le conflit, c'est pas mauvais, c'est plutôt même sain d'ailleurs le conflit, ou en tout cas l'affrontement, la confrontation plutôt que le conflit. La confrontation, être capable de se confronter et se dire, en gardant son calme. Voilà, tout à fait. Alors, en gardant son calme, bien sûr, et puis en disant, oui, c'est pas parce que je vais donner un avis différent que je vais me confronter pour autant que je vais être moins aimée, rejetée ou autre. Il faut avoir une intelligence politique quand même, mais voilà, mais faire face à ça. Et puis aussi se dire clairement, quelles sont mes limites ? Quel est le point au-delà duquel je refuse d'aller ? Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est très important de se le dire en management. Qu'est-ce que je vais refuser ? Si par exemple mon manager me demande telle chose ou tel élément, se fixer un cadre. Je le dis parce que moi j'ai toujours du mal à fixer des cadres, mais en tout cas pour les personnes que j'accompagne, je leur dis toujours, mais mettez-vous un cadre. Dites-vous là, au-delà de cette limite-là, c'est non. Peut-être que effectivement, c'est clair dans sa tête. C'est plus facile de dire non du coup. Mais c'est vrai que la génération qui arrive maintenant sur le marché du travail, dans le monde du travail,
impitoyables, sont eux-mêmes beaucoup plus affirmés. Enfin, je pense aux femmes, aux jeunes femmes. Oui. Me semble-t-il, je vous rejoins pas mal là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une changement, une belle évolution. Ludovic, vous souhaitiez... Forcément, ça me fait réagir parce que je suis directement confronté au quotidien avec Ouais. des ingénieurs. On les accompagne sur cette partie de savoir dire non. Parce que c'est une erreur classique de débutant, on a envie de s'affirmer et de dire oui à tout. Et du coup, on les met en situation. C'est-à-dire que la formation d'ingénieur, elle reste très exigeante. Ils ont énormément de rendus à faire en même temps, justement pour qu'ils soient obligés d'apprendre à s'organiser et d'apprendre aussi à négocier le non. C'est-à-dire que... il y a une valeur- Négocier le nom, c'est Ouais, intéressant. clairement, parce que il faut savoir qu'en France, on a une valeur travail très forte. Ce qui fait que quand on dit non à quelqu'un qui nous propose un projet, c'est un peu comme insulter sa grand-mère. C'est quelque chose qui est très mal accepté. Ah ouais, ok. Donc d'être capable d'écouter, de dire écoute ce que tu m'évoques, parce que les projets c'est toujours comme ça en entreprise, c'est dans un couloir. J'ai pensé à toi parce que tu es super sur le sujet, on a pensé sur un projet, et généralement on se Un peu retrouve de à la travailler manip. sur un sujet en se disant mais pourquoi j'ai accepté quoi. Mm. Donc là l'idée c'est d'écouter les gens, de ne pas émettre de jugement, dire écoute envoie-moi les éléments, je prends du recul et je te fais un retour. Et ça te permet de prendre ce recul pour se dire mais quelle est ma charge ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et les meilleurs ingénieurs que j'ai vus dans ma carrière, c'est des gars qui sont en négociation permanente, c'est-à-dire qu'ils vont voir leur manager en disant écoute, je fais suite au projet que tu m'as proposé, je trouve que c'est canon, mais par contre, comment ça sera valorisé ? Là, généralement, quand on dit ça à un manager, il nous regarde avec des yeux ronds en disant mais attends, valoriser, qu'est-ce que tu entends par là ? Bah oui, moi, j'enfile pas des perles aujourd'hui, je suis à fond. Je veux bien prendre ce projet supplémentaire, mais je vais devoir travailler le week-end, je vais travailler le soir, ça me dérange pas, sauf que je travaille avec quelqu'un qui, si je fais ça, va me réclamer des moulures au plafond, de partir un peu plus loin en vacances. Donc, comment c'est valorisé ? Donc, généralement, on nous dit que c'est pas valorisé, et dans ce cas-là, c'est les meilleurs ingénieurs que j'ai vus dans ma carrière sont capables de regarder leur charge et de dire à leur manager, écoute, j'ai cette tâche qui est très pénible, si tu réussis à me débarrasser de ça, eh bien, je prends ton nouveau projet. Et c'est une Ok. négociation permanente. Les meilleurs ingénieurs que j'ai vus dans ma carrière savent très bien gérer la pression parce qu'ils savent faire rouler comme ça Ouais. leur portefeuille de charge et de se concentrer uniquement sur ce qu'ils veulent faire. Mm. Et ils sont toujours en performance. Et l'erreur de dire non, c'est qu'au bout d'un moment, on fait tout, mais on fait tout mal et on finit par se dégoûter soi-même et à perdre en confiance. Et c'est... j'ai tellement vu de professionnels Dire oui, vous voulez dire. brillantissimes, Dire oui tout le temps, ouais. vers oui Mm. tout le temps. J'ai tellement vu de professionnels brillants ruiner leur carrière parce que justement, ils étaient sur tout et sur rien et ils faisaient tout ça mal. Et c'était finissent un en cercle. burn-out, hein, Ah ouais, non, mais clairement, parfois. c'est un cercle vicieux. Et ils sont leur principal Ils ennemi. finissent chez Fabienne. En Ouais, tout cas, enfin, notamment. clairement, Oui. moi, c'est certains cadres, je leur dis que leur meilleur ennemi, c'était eux-mêmes. Quoi. Ils ne Ouais. se respectaient pas et ils se connaissaient mal. Et Ouais, c'est je à suis travers complètement d'accord. hein. Ouais. c'est à Fabienne, travers ces épreuves-là. Fabienne On l'a- Michail, vous êtes Ah d'accord? non, mais je suis complètement d'accord. Effectivement, c'est savoir apprendre à négocier, Ouais. clairement. Et je suis complètement d'accord avec vous sur ce que vous remarquez sur les ingés. J'espère que vous avez un peu de femmes quand même. Ouais, Parce que j'allais vous demander, on a une Ludovic, hein. très très bonne. Non, franchement, Ça on vient, n'a pas ça à se commence. plaindre. On a une très très belle représentation des femmes. J'ai pas le chiffre en tête, mais certaines. Bravo. Comme on est sur l'alimentation et santé en partie, c'est un métier qui Ah oui. culturellement C'est est très particulier, très ouais. féminin. Mais non, on est assez fiers de ça. On a des. En a des aéronautique, parcours je sais pas spéciaux. si on a autant. Ça, c'est moins ma spécialité, ouais, en effet. On aimerait bien, on aimerait bien. Didier Gutmann, effectivement, sur la négociation. C'est important, ça s'apprend, ça aussi. Oui, hein. je pense que c'est important de négocier. Négocier C'est le non, effectivement le important de oui, négocier les oui et les non. La valeur travail, c'est intéressant. J'ai pas très bien compris. Enfin, la valeur travail n'est pas la même, n'a pas la même. Enfin, le travail n'a pas la même valeur aux États-Unis, par exemple, ou ailleurs en Europe, les amis. Aux États-Unis, on travaille pour vivre. Ah, En France, c'est ça, vous on voulez vit pour dire. travailler, quoi. C'est-à-dire que Ah ouais, le d'accord. travail est notre définition. C'est-à-dire que la première question qu'on va poser en France, c'est tu fais quoi dans la vie? C'est vrai. C'est pas combien tu gagnes, alors qu'aux États-Unis, c'est combien tu gagnes, je crois. à peu près. Ouais, je sais pas, mais en En tout cas, tout cas, en quelle France, valeur c'est tu tu as fais en quoi termes comme d'argent. tu fais quoi comme métier, quoi? Tu travailles dans quoi? C'est vrai. C'est une question qui est très première, La en tout cas valeur dans la travail. culture. Alors c'est Ouais. en train de changer ça, Ouais, mais quand complètement. même. Chez les jeunes, ils sont moins effectivement portés comme C'est ça vrai. sur le. Ouais, sur vous le avez métier. raison. Ouais. Ouais. Ils disent aussi non plus facilement. Didier Gutmann, hein. Professionnellement. Aujourd'hui Oui, professionnellement, je pense que Ouais, pour le ouais, coup, le rapport au Ça non a commence à changer changé. un peu. Ouais. Ils disent non plus facilement. Quand j'accompagne des gens qui ont plus de 35-40 ans, je les trouve globalement suradaptés. Voilà. Quand j'accompagne des gens qui ont moins de 30-35, ils sont plutôt sous-adaptés. Donc leur capacité à Au contraire, on a les là, avantages et les inconvénients ouais. des deux systèmes. Leur capacité à dire non, c'est beaucoup renforcé quand même. Ouais. La valeur du contrat. Parce que le travail, c'est un contrat. Il faut se rappeler que le travail, c'est un contrat. Mhm. Parce que parfois, on oublie. Parce que parfois, les managers, d'ailleurs, les plus utilitaristes ou les plus dictatoriaux, essayent de vous faire oublier
il vous ramène dans quelque chose qui renvoie plutôt à l'époque du servage, où on se retrouve dans une espèce de clan mafieux, où effectivement, pour des raisons affectives, on ne peut pas dire non au chef de clan. La réalité, quand même, c'est que tout travail salarié repose sur un contrat. Et qu'un contrat, c'est un acte bilatéral qui repose sur une logique d'équilibre entre des... Un engagement, quoi. Oui, et avec de devoirs et de contreparties. Absolument. Et je pense que c'est important pour chacun de se rappeler qu'il est filé salarié, il s'inscrit dans un contrat, et que ce contrat lui impose des devoirs et lui offre en échange des contreparties sur une base qui doit être équitable et qui peut être renégociée régulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la façon dont on a vécu le travail, dans la façon dont des managers effectivement affectifs et utilitaristes sont capables de vous emmener dans une vie différente. Un storytelling de la mission. Qui fait que parfois, je vois des salariés, jeunes ou moins jeunes, qui effectivement l'ont perdu de vue et ont oublié que non, ils sont pas corvéables à merci en aucune manière, qu'ils ont bien évidemment parfaitement le droit de dire non, et que souvent... Moi, je les encourage souvent à essayer, c'est-à-dire à choisir... C'est un peu le risque... À choisir un premier terrain pas trop exposé pour dire non. Et pour pouvoir constater que finalement... Le premier non, quoi. Oui, le premier non. Ouais. Le premier non est fondateur. Et que souvent, ça n'avait pas tellement d'importance. Je vais dire non à mon père. Ah non, ce boulot-là, je ne peux pas le prendre. C'est d'où l'importance également du retour d'expérience. Faire une école d'ingénieur, c'est également la chance de bénéficier d'un réseau des anciens qui travaillent probablement dans les sociétés, les métiers qu'on va choisir une fois diplômés. Et c'est vrai qu'on oblige nos ingénieurs à contacter les diplômés qui évoluent dans les sociétés, dans les équipes qu'ils ambitionnent, justement pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que... parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément se fier à un processus de recrutement, il est forcément marketé, alors qu'un diplômé va rarement mentir, quoi. C'est-à-dire que s'il ne supporte pas son entreprise, il va nous le dire sans marketing. Et ça va être assez immédiat. Donc c'est vrai que pouvoir également avoir des sources inspirantes, c'est aussi l'ambition qu'on a à Unilassal, c'est de permettre aux étudiants, au-delà des expériences qu'ils vivent, de rencontrer des gens inspirants, de rencontrer un maximum de personnes pour trouver sa voie. Il y a un côté complètement irrationnel dans une carrière, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de rencontre. C'est pas faux. Hein. Et donc l'idée, c'est de multiplier. Qu'on soit entrepreneur d'ailleurs ou qu'on soit salarié, on peut terminer là-dessus. Stéphane Truffem, c'est en fait tout est un peu une affaire de rencontre. En tout cas, il vaut peut-être le voir davantage comme cela. L'ambition, le travail, une belle carrière. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça aujourd'hui, mais une belle aventure. On ne peut rien faire tout seul. Et puis souvent, d'ailleurs aussi, l'entrepreneuriat se fait à plusieurs. On est avec des associés. Donc là aussi, il faut arriver à choisir ses associés, arriver à s'entendre, arriver à dire non quand on n'est pas d'accord, argumenter ce non. Je pense que ça aussi, c'est très important. Il y a la négociation du non qui permet finalement d'améliorer son quotidien, mais il y a aussi l'argumentaire. Pourquoi on dit non ? Et ça, c'est très important. Si on dit non à quelqu'un comme ça, de manière péremptoire, ça peut être très vexant. Et d'ailleurs, moi, j'ai des petites anecdotes. Chaque fois que je disais non à mes clients quand j'étais à l'agence, c'était ceux qui voulaient le plus travailler avec nous. Et bien, ça sera le mot de la fin. C'est rigolo. Merci, les amis. Merci Stéphane Truffem, Didier Goutman, Ludovic Bellanguet et Fabienne Michaille. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Bonne soirée à tous.